définir, c'est une démarche de rigueur. Or, la rigueur, comme on m'a rétorqué une fois à l'université, c'est un truc d'homme hétérosexuel blanc du XVIIIe siècle. On est dans un domaine, avec la théorie du genre, où on est systématiquement pas rigoureux. C'est une technique de prise de pouvoir. C'est comme ça que la théorie du genre a pris le pouvoir à Pékin en 1995, en faisant signer par des étrangers qui ne connaissaient pas l'emploi du mot gender en anglais, quelque chose qu'ils pouvaient croire correspondre simplement à une autre désignation des sexes, masculin-féminin, mais qui en réalité renvoie aussi à une théorie assez confuse ou à un ensemble de mouvements d'idées, mouvement idéologique et politique, qui a derrière lui des implications radicales. Je crois que c'est Marguerite Peters, qui parle de couches comme d'un oignon. Vous avez des façades dans le genre qui sont tout à fait respectables, et en effet, le genre, comme aspect social de l'identité sexuée, c'est quelque chose de tout à fait scientifique. Si on l'approche de manière rigoureuse, on peut essayer de voir effectivement comment sont variables les aspects sociaux de l'identité sexuée. Mais donc si on s'en tient à ça, et ça c'est la façade soft que les idéologues du gender présentent quand ils veulent faire passer leurs idées, c'est une recherche scientifique légitime. Et puis vous avez, mais très lié au reste, le noyau dur, pour qui le gender, c'est une approche uniquement en termes de pouvoir, c'est-à-dire que les hommes et les femmes n'existent pas. Parler d'hommes et de femmes, c'est juste transmettre une vision complètement politique et hiérarchisée et oppressive de la société, et c'est ça qu'il faut détruire. Et à ce moment-là, il faut détruire toute l'hétérosexualité et l'identité d'homme et l'identité de femme. Donc, il n'y a pas de définition, c'est normal et c'est très utile pour les idéologues du gender. C'est en fait George Orwell. George Orwell, il n'avait, en écrivant 1984, finalement que 11 ans d'avance. La théorie du gender, qui est une théorie fascisante, a pris le pouvoir au niveau mondial à l'ONU en 1995 à Pékin. George Orwell n'avait que 11 ans d'avance. Et par en disant il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, on est vraiment dans la guerre, c'est la paix, on est vraiment dans la redéfinition des mots, qui est pas seulement un trait du genre, hein, on trouve ça déjà un petit peu dans les idéologies de libération, mais c'est une stratégie générale qui est utile pour noyer l'esprit. Depuis des décennies, on substitue au raisonnement et à l'intellect des fonctionnements par émotion et par image, hein, notamment grâce à la publicité. Et donc le brouillage des mots fait partie de cette dégradation, en partie voulue et délibérée, hein, Si on empêche de penser, c'est presque la mort de l'humanité. Le vivant et l'humain, ça fonctionne sur la discrimination. Discrimination juste. La première discrimination, peut-être, c'est cette plante est-elle comestible ou pas? Je vais discriminer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est comme ça que la vie fonctionne et que la pensée fonctionne. Et il y a une menace, si vous voulez, à partir du moment où on refuse de penser, hein, supprimer le mot race de la Constitution, cacher ce mot, hein, on ne peut même plus nommer des choses, homme-femme, on ne peut même plus nommer la différence, etc. Ben, c'est un aspect extrêmement mortifère. Mortifère, assumé. Assumé, vous avez un des plus brillants auteurs de la théorie du genre qui s'appelle Lee Edelman. Il a écrit un livre qui s'appelle No Future, Queer Theory and the Death Instinct, l'instinct de mort, et il le revendique. C'est-à-dire que les queers sont ceux qui contestent cette propension obligatoire et donc oppressive de l'humanité à se reproduire. Et il prend comme exemple, il insiste, il aime bien le film d'Hitchcock sur les oiseaux parce qu'il dit, typiquement, ce sont les enfants qui sont les victimes. Et il dit, les queers, en fait, sont ceux qui s'opposent à cette reproduction imposée. Et il revendique cette place. Hein. Et donc, voilà, donc à partir de cette non-définition, on débouche sur la non-pensée et sur quelque chose qui tue l'humanité, en fin de compte. Et c'est revendiqué, c'est-à-dire que les gens du gender, vous avez des gens brillants, hein, que ce soit, il faut leur reconnaître, hein, après on verra pourquoi, en quoi ça déconne, mais c'est pas eux qui sont les plus dangereux, c'est ceux qui les récupèrent. Hein. Il y a toujours deux couches dans l'idéologie, il y a ceux qui y croient et les cyniques qui manipulent les idéologies. Eh bien, ils sont brillants et ils assument ce qu'ils disent. Hein. Donc, et en particulier Lee Edelman, qui dit parfaitement, mais oui, nous sommes du côté de la pulsion de mort. En gros, la théorie du genre, donc on peut reprendre les idées, hein, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, donc les différences, c'est un système social construit, oppresseur qu'il s'agit de détruire. En gros, c'est ça. Donc, une idée au départ en elle-même, elle n'est pas scientifique ou pas scientifique. Ce qui va être scientifique, c'est la manière dont on va la creuser, hein, et en particulier la manière dont on va accepter de lui faire passer les tests, les preuves de la réalité.
et de voir si, expérimentalement, la théorie donne des résultats qu'on peut prévoir, etc. Les principaux auteurs ne se réclament pas du tout d'une approche scientifique. Mais même s'ils se réclamaient, il y a un vice de fond dans l'idée principale de l'idéologie du genre qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, parce que scientifiquement, c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais prouver. Pourquoi? Parce que quoi que ce soit que vous fassiez comme confrontation au réel, comme expérience, comme expérimentation, parce que c'est ça la science, hein, ce sera toujours quelque chose de limité et fini. Et donc si dans cette expérience limitée et finie, vous trouvez qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, vous n'aurez pas prouvé qu'il n'y a pas de différence. Vous aurez prouvé que sur ce champ-là, dans ces conditions-là, il n'y a pas de différence. On pourra toujours vous rétorquer, oui, mais les différences, pour les voir, il fallait faire autre chose et vous ne l'avez pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? On peut prouver qu'il y a des différences, mais pour prouver qu'il n'y a pas de différence, il faut faire une infinité d'expérimentations tout le temps. Donc c'est la seule hypothèse idiote, en fait, qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. On peut choisir plein d'hypothèses, mais celle-là, c'est la plus absurde, parce que c'est celle qu'on ne pourra jamais assumer. Le féminisme libéral, nous voulons les mêmes droits. Le féminisme auquel moi j'adhère à 100%. Il n'y a aucune raison de dénier les droits, de faire des droits différents entre les hommes et les femmes. Et puis, là, certains ont eu des attentes déçues. Parce que, comme l'explique le journaliste norvégien dans The Norwegian Paradox, si vous donnez les mêmes droits à des gens qui sont différents, qui ont des préférences différentes, comme les hommes et les femmes, au résultat final, vous aurez des divergences importantes. C'est-à-dire que si les femmes préfèrent les études de lettres et de psychologie et les hommes les études d'ingénieurs, la société va se diversifier selon les genres et va décevoir tous ceux qui pensaient qu'ils auraient des femmes partout et surtout au poste de pouvoir. Alors là, soit on accepte la réalité, soit on la refuse et on se réfugie dans l'idéologie, et c'est là qu'intervient le féminisme radical, qui, par analogie avec la conception marxiste des oppresseurs et des opprimés, a dit c'est parce qu'il y a un système peu visible et une idéologie peu visible qui opprime les femmes et qui au bénéfice des hommes. Là, on commence à rentrer dans quelque chose de dangereux. Pourquoi? Parce que ça suscite la haine. Parce que ça stigmatise, on parle en psychologie de clivage, il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Et évidemment, les méchants, tout le monde va se mettre à les détester. Et ça, c'est l'irruption et la domination de ce type de féminisme dans les années 80, mettons, ça a été la raison de l'émergence de la misandrie, c'est-à-dire du sexisme contre les hommes, des quotas qui empêchent les hommes d'avoir la juste rétribution de leurs efforts, ou de leur goût, ou de leurs compétences, par exemple. Et ça donne lieu, et ça c'est important de le dire, à deux énormes mensonges qui dominent aujourd'hui notre société, bien avant l'irruption de la théorie du genre, les mensonges sur les violences conjugales et les mensonges sur les prétendues inégalités salariales. Un mot sur ces deux mensonges parce qu'ils donnent une idée de comment fonctionnent nos médias et notre démocratie, qu'il est très important d'avoir si on veut comprendre comment fonctionne l'implantation d'une idéologie comme le genre et comment la combattre. Depuis qu'on fait des études sur les violences conjugales, c'est-à-dire les années 70, toutes les études ont toujours trouvé qu'il y a autant, sinon plus, d'hommes battus que de femmes battues. Toutes les études. Il n'y en a pas d'autres. Si on fait une étude sérieuse en interrogeant hommes et femmes, on trouve qu'il y a autant d'hommes battus que de femmes battues, et autant de femmes violentes que d'hommes violents, voire un peu plus. Évidemment, vous voyez bien que ce n'est pas du tout ce qui est transmis et par les médias et par les gouvernements. Donc il y a des mensonges délibérés, il y a des livres écrits là-dessus, mais tout le monde s'en fout. L'important, c'est de montrer que le féminisme radical a raison et que, via cette violence, les femmes sont opprimées et qu'il faut toujours les avantager puisqu'elles sont toujours opprimées. Le deuxième mensonge, c'est celui sur les inégalités salariales, qui est continuellement asséné par les médias et le gouvernement. Il existe des disparités salariales, mais si on cherche les raisons pour les expliquer, on les trouve. Un auteur américain comme Warren Farrell, je crois, qui est tout à fait accepté par les féministes, il a listé 25 raisons 25 variables qui, quand on les introduit dans l'analyse des différences, suppriment toute différence et même révèlent que les femmes sont plutôt plus payées que les hommes. Et ça, même les gens en France qui sont statisticiens peuvent le savoir. Donc, pourquoi ce mensonge? C'est pour toujours avoir l'idée que les femmes sont opprimées. Alors, personne n'excuse, à mon avis, pour croire à ce mensonge parce qu'il peut vérifier autour de lui. Et puis, même la logique du système capitaliste, si vraiment les femmes étaient payer 20% de moins, tout le monde se précipiterait pour les embaucher. À travail égal et à performance égale, tout le monde se précipiterait pour les embaucher. Alors, ça commence à se voir que ça ne marche pas, cette théorie. Par exemple, si on prend la catégorie des femmes auto-employées, aucun système ne les opprime, c'est elles qui fondent leur entreprise et qui décident de combien elles seront payées, elles sont moins payées que les hommes. Et il y a des explications à ça, c'est qu'elles font des choix différents des hommes. Par exemple, pour les médecins, ils vont décider de recevoir moins de gens, mais de prendre plus le temps avec. Alors évidemment,
elles vont gagner plutôt moins d'argent. Et là, la théorie de l'oppression, la théorie des féminismes radicales ne marche plus. Alors comment expliquer? Eh bien, la théorie du genre est géniale. Et déjà, on y arrivait avec les derniers travaux du féminisme radical, avec Carol Gilligan, c'est le problème de la socialisation. C'est-à-dire que les femmes se limitent elles-mêmes. L'éducation conditionne, dès tout petit, les garçons à être dominants et à revendiquer, et les femmes à être soumises et à se déprécier. Et ça va être le gros travail de Carol Gilligan dans les années 90, en faisant des études pas du tout sérieuses sur le plan méthodologique, mais très à la mode sur le plan idéologique, en même temps que les livres de Butler, c'est les mêmes époques, les années 90, Gender Trouble c'est 1990, et les études de Gilligan c'est dans les années 90 aussi. Voilà comment le relais se fait, parce qu'on ne peut plus arguer qu'il y a un système, le mythe du plafond de verre, en fait, quand on regarde de près, ça ne marche pas du tout. Mais en revanche, si on dit que c'est dès le conditionnement, dès la constitution de l'identité que tout s'installe, alors on a une bonne idée. Et ça aboutit à ce que vous trouvez maintenant sur les systèmes, sur les sites américains d'éducation. Si on tolère que les petits garçons se conduisent différemment des petites filles, alors on perpétue l'oppression des femmes. Conclusion, il faut empêcher les petits garçons d'être différents des petites filles. Et c'est ça l'ambition de la théorie du genre dans l'éducation. Je pense que le plus simple, c'est de reprendre l'analogie avec le communisme. Qu'est-ce qu'a fait le communisme, qui est le système le fascisme le plus violent qu'ait connu l'humanité au XXe siècle? Au nom du bien et de la défense des prolétaires, qui est une bonne cause, il a massacré des paysans, des bourgeois, des millions et des millions de personnes. Et ça, c'est pervers. C'est pervers dans le sens étymologique, puisque pervers, c'est retourner la logique naturelle. Le communisme était censé faire le bien, et il a fait le mal. D'accord? Et c'est dans ce sens-là, le gender promet de prendre la suite. C'est-à-dire qu'il ne promet pas une société sans classe, mais il promet une société sans sexe, puisqu'il y aura une infinité de genres. En psychanalyse, les pervers nient une partie de la réalité qui est la différence des sexes. Donc effectivement, la théorie du genre est emblématique en niant une partie de la réalité, qui est la différence des sexes, mais je voudrais rétropédaler par rapport à votre question. La négation de la réalité est une très vieille tradition en Occident même, et quand on veut se pencher sur les racines des dysfonctionnements actuels, il faut absolument prendre ça en compte. Moi, je remonterais presque jusqu'au nominalisme au Moyen-Âge, qui récusait la possibilité de faire une adéquation vraiment à la réalité. Mais après, quand vous avez Descartes, qui dit je suppose que rien n'existe et je m'aperçois qu'il ne reste plus que ma pensée, on est aussi dans le doute de la réalité. Quand vous avez Rousseau qui dit commençons par écarter tous les faits, on est aussi dans l'éloignement de la réalité. De ce point de vue-là, les théoriciens du gender ne sont pas vraiment, ils ne font pas de saut qualitatif important, mais ils prolongent une longue tradition, et à la limite, si on n'est pas content, ça veut dire qu'il faut se poser la question de comment tout a dérivé depuis saint Thomas d'Aquin. Enfin, j'exagère à peine. Quand on parle de toute puissance narcissique, moi, en tant que psychologue, c'est là que je place la racine du mal, si vous voulez. Et on parlait de nier la réalité. Le narcissique, il est à cheval entre ses rêves et la réalité. Et quand il est en bonne santé, il arrive à jongler entre les deux. Mais quand il commence à délirer, comme dans ses mouvements révolutionnaires, il veut plier la réalité à son rêve, communiste ou gender, et à ce moment-là, il va massacrer les autres qui lui résistent. La première limite, la limite minimale, la limite symbolique à la toute-puissance du narcissisme, c'est quoi? C'est l'idée de Dieu. C'est l'idée que moi, je ne suis pas tout et je ne suis pas tout puissant. Je crois que vraiment, si on veut lutter contre ces délires qui arrivent régulièrement à l'humanité, il faut se pencher sur le lien avec la croyance en Dieu. Les deux grands fascismes qui ont massacré des millions de gens au XXe siècle sont des idéologies athées, que ce soit le communisme ou le nazisme. Et je crois que, comme on dit, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Si je ne suis pas le plus grand, à ce moment-là, je vais me relier au monde et aux autres différemment. Ce mouvement d'idées non, ce n'est pas resté un mouvement d'idées, c'est devenu un mouvement politique, un mouvement qui a pris le pouvoir, et un mouvement qui s'impose au monde entier depuis Pékin 95. Et là, évidemment, c'est une autre sorte de danger, et c'est même, à mon avis, un alignement fascisant de la société. C'est-à-dire que progressivement, vous n'avez plus le droit de penser différemment que ce que dit la théorie du genre. Donc moi, je crois personnellement, et c'est ce que j'ai répondu à des
à des intervenants dans une entreprise où j'étais, qui faisaient de la propagande pour la théorie du genre, hein, subventionnée par la direction des ressources humaines. Ce que nous dit le psychiatre, il dit, dans des années, il n'y aura plus de normes, nous serons tous des exceptions, et ce sera peut-être difficile à gérer. Et moi, je lui ai répondu, mais attendez, monsieur, si nous sommes tous des exceptions, il n'y a plus d'exceptions. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. On a un magma informe de gens paumés parce qu'ils n'ont plus d'identité, et contrairement à ce que vous dites, c'est pas difficile à gérer, c'est extrêmement facile à manipuler. Et ça, en tant que psychologue, c'est un message fort. Si on détruit les repères des gens, ça donne des gens paumés, faciles à manipuler. Dans les années 90, j'ai été amené à enseigner une théorie du management qui s'appelle le chaos management. Le chaos management, c'est casser les repères des gens pour les rendre plus créatifs et productifs. Mais ils sont aussi plus faciles à manipuler. Et cette théorie, j'en entends plus beaucoup parler en tant que théorie, mais en revanche, je la vois appliquée partout, que ce soit dans les entreprises ou au niveau politique actuellement, casser les repères des gens. Ça rejoint la prédiction de Marx. Marx disait, le capitalisme détruira tout ce qui s'oppose à lui. Donc toutes les structures anciennes, les nations, les familles, etc., sont en train d'être brisées à travers le monde, soit par les guerres, soit par l'immigration, soit par... etc. Comment une erreur cognitive, ou ce qui peut apparaître à certains ou à certaines comme un gentil délire, si on veut le forcer avec violence sur la réalité, ça donne des résultats terribles. C'est l'affaire Jandré Botta en Afrique du Sud. C'est cette affaire où vous avez deux lesbiennes, il y en a une qui a un petit garçon, et sa compagne veut que le petit garçon l'appelle papa. Ce qui est parfaitement conforme à la théorie du genre. Le genre, c'est une question de ce rôle social construit. Je ne vois pas pourquoi le petit garçon, même si je suis une femme, ne m'appellerait pas papa. Il a refusé, il a été torturé à mort. Voilà ce qui se passe quand les délires sont imposés par la violence au réel. Et ça donne des massacres, comme on a connu au XXe siècle. Donc, ce n'est pas une théorie, c'est vrai que penser est toujours dangereux, mais ce qui se passe, ce n'est pas la théorie du genre. Ce qui se passe, c'est l'imposition au niveau mondial de la théorie du genre. Et comme toutes les questions de diversité, de ce que je constate, que ce soit dans les entreprises ou dans les gouvernements, les questions de diversité servent, même si elles ont un bon fond au départ, de cache-sexe à des manœuvres de pouvoir et de domination sociale. Au niveau de l'école, la première conséquence, c'est une amplification de ce qu'a très bien écrit l'américaine Christina Hoff Sommers dans son livre The War Against Boys, la guerre contre les garçons. Derrière les discours lénifiants sur déconstruire les stéréotypes, clairement, les Américains sont parfois plus francs, ils disent si on permet aux petits garçons d'être différents des petites filles, on perpétue l'oppression des femmes, on va donc interdire aux petits garçons d'être différents des petites filles. On va donc les inviter fortement à jouer à la poupée, à porter des robes, on va supprimer les cours de récréation pour qu'ils ne puissent pas courir, etc., etc. C'est ce que décrit Christina Hoff Sommers dans son livre. Et donc, on a vraiment là les traits d'un fascisme qui fabrique un homme nouveau ou un androgyne nouveau, un homme-femme, si vous voulez. Oui. Ce sera, on a vu avec Simone de Beauvoir que ce n'est pas mieux intentionné vis-à-vis des femmes, mais malgré tout, comme un des principaux axes, c'est de libérer les femmes, la haine ou l'agression est dirigée, ou la rage est dirigée contre les garçons et les hommes. Le but visé, à mon avis, ou l'intérêt, pourquoi cette idéologie rend service, c'est parce qu'elle aboutit à la destruction de la personne. Le sous-titre de Judith Butler, c'est Féminisme, subversion de l'identité. Ce n'est pas subversion de l'identité sexuée, c'est subversion de l'identité tout court. C'est-à-dire que dans cette idéologie postmoderne, la personne, le sujet n'existe pas. Si vous voulez que le chemin pris par Descartes, je pense donc je suis, a été mené jusqu'au bout, mais je n'existe pas. Et donc nous sommes juste un petit noyau de vie manipulé par des rapports de pouvoir qui nous font homme ou femme. C'est ça le gender. Mais que la personne n'existe pas, ça c'est génial pour un État totalitaire.